qui me... Ah non, j'ai épinglé le commentaire de quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Alors, c'est Ah si, celui-là. si, on le voit. Tu vois Si, on le quoi? voit. Qu'est-ce que tu vois comme commentaire? Parce que moi, je le vois pas. Je vois que tu as, je veux dire, mentionné le titre de la conférence. Et tu le vois en dessous parce que chez moi, il apparaît pas en dessous. Épingler le Et il est commentaire. passé dans le fil Ah, d'actualité. voilà. Ici, j'ai réussi à le faire. Bah, voilà. Au moins ça, c'est une bonne chose. Alors, Florence, moi déjà, je suis ravie de te retrouver parce que ça fait maintenant presque 5 ans, je pense que je t'avais interviewé. C'était Oui, pour les tout débuts de Véro TV. J'avais eu l'occasion de t'interviewer déjà sur ton oui. activité. On s'intéressait déjà à l'harmonie familiale à ce moment-là. Et cette semaine, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai beaucoup pensé à toi parce que étant moi-même maman, forcément, hein, les gens qui me suivent, la plupart des gens qui nous suivent en tout cas le savent, je me suis posé voilà quelques questions. Alors on va pas parler d'angoisse, hein, parce que dans ma vidéo d'annonce j'ai parlé d'angoisse et là je vais me faire taper sur les doigts par mes amis de New Six. D'ailleurs je vois que Wendy elle est là et elle aurait tout à fait raison parce que les mots ont un poids. Et il faut faire attention à ce qu'on dit. Et donc, j'avais utilisé ce mot parce que c'est celui qui m'avait été transmis par les parents. Mais je préfère ce soir qu'on parle plutôt d'inquiétude. Alors, on sait que le niveau d'inquiétude, évidemment, d'une famille à l'autre varie. Mais si, comme moi, vous vous êtes posé des questions par rapport à ce retour scolaire, par rapport à ce déconfinement progressif, est-ce que vous vous posez la question de savoir si vous faites ce qu'il faut en tant que parent, alors vous êtes au bon endroit, puisqu'on a la chance d'avoir Florence Dequesne. Alors, Florence, toi, tu es formatrice, Oui, conférencière, coach en soutien à la parentalité. Alors, qu'est-ce que ça oui. veut dire dans la pratique? Dans la pratique, ça veut dire que j'accompagne principalement des ados qui ont enfin, qui ont des soucis de décrochage scolaire, que ce soit en présence ou en absence à l'école, on a les deux cas. Mhm. Et que dans ce cadre-là, ben, forcément, un ado est pas déconnecté de ses parents. Et donc, pour pouvoir vraiment avoir une approche globale, ben, on accompagne également les parents, soit dans leurs inquiétudes, puisqu'on parle pas d'angoisse aujourd'hui, Non. donc dans leurs inquiétudes, et aussi sur la façon dont l'un et l'autre peuvent se soutenir pour vraiment récupérer un minimum d'harmonie, puisque le décrochage est vraiment dans les familles quelque chose de très destructeur et qui vraiment dénoue les liens entre parents et enfants, quoi. Mhm. Et justement, tu vas pouvoir nous aider ce soir puisque tu es formée aux thérapies cognitives et Mhm, comportementales et on sait à quel mhm. point on a subi pas mal de changements ces derniers temps. Est-ce que je peux Oui. t'inviter à mettre tes écouteurs, si tu as, Ouais. les écouteurs de ton téléphone? Comme ça, on risque pas d'avoir d'écho. Alors, justement, moi, je suis tombée sur un article que tu as partagé Oui. qui m'a semblé vraiment pertinent, qui parlait justement de nos réactions sur base des neurosciences Oui. face au changement continuel qu'on subit ici face à la Oui. crise. Et donc c'est vrai qu'on est passé un peu d'un état à l'autre, hein. On nous a parlé d'abord de danger parce que les enfants pouvaient porter ce virus, la charge virale pouvait être importante, donc on parlait de contagiosité. Et puis on a parlé de danger moindre puisque ces enfants finalement étaient surtout vecteurs du virus et Mhm. donc un danger pour leurs aînés. Et aujourd'hui, on nous parle d'un danger relatif puisqu'on nous dit qu'il y a une sociabilité qui doit primer parce que ces enfants doivent sortir de l'isolement. Alors, en tant que parent, on se pose évidemment beaucoup de questions et c'est normal à un moment donné qu'on doute et qu'on sache plus quoi Oui. faire. Oui, et c'est normal et c'est au-delà du rôle de parent, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement de notre cerveau qui veut ça. C'est-à-dire que notre cerveau, il a besoin d'une certaine constance et d'une certaine cohérence, d'une certaine logique, d'une certaine manière, pour pouvoir intégrer les informations qu'on lui donne. Et qui dit une certaine constance dit que les changements, personne ne peut changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que lundi, on pense pas blanc et mardi, penser noir. C'est quelque chose qui cérébralement prend du temps. J'ai vu que Christine Lewicki était avec nous, elle parle de 21 jours pour arrêter de râler. Eh ben, c'est vraiment cette question de changement d'habitude. Et donc, ça veut dire que dans un premier temps du confinement, on a dû s'habituer à rester enfermés. Et puis, bah, certains s'y sont très bien habitués, certains ont eu beaucoup plus de mal. Dans Oui. des familles qui étaient bien passées, on n'a peut-être presque pas envie de sortir, tandis que dans d'autres, ça peut devenir assez compliqué. Euh,
Et donc, cette habitude qu'on a mis 21 jours plus ou moins selon les personnalités à acquérir, ben aujourd'hui, on nous demande de faire demi-tour avec 21 jours dans l'autre sens et des informations qui vont dans tous les sens. En sachant quand même, tu parles de 21 jours, on sait qu'il y a plusieurs théories là-dessus, sur cette période d'adaptation. Finalement, tu me disais en préparant cette interview, peu importe le nombre de jours, mais on sait que les enfants, par contre, auraient une faculté d'adaptation plus rapide que la nôtre. Oui, ça c'est clairement, oui, c'est clairement établi scientifiquement, je vais dire. C'est aussi dans le sens où nous, en tant qu'adultes, ben, on a pris des habitudes depuis beaucoup plus longtemps qu'eux. Et donc forcément, on a des schémas de fonctionnement qui sont beaucoup plus installés. Là où un enfant, voilà, suit un peu les schémas de ses parents, un ado se pose la question est-ce que je les suis, est-ce que je les suis pas, et fait des choix. Nous, adultes, on a des fonctionnements automatiques qui nous facilitent la vie et qui fait que changer est beaucoup plus difficile pour nous. Mhm. Alors vous qui nous suivez ici, alors il y a certaines personnes qui ont basculé de Facebook à Instagram, donc merci pour ça, merci de nous suivre parce que sur Facebook on avait rencontré quelques petites difficultés indépendantes de notre volonté évidemment. Dites-nous d'où est-ce que vous écoutez ce live, vous regardez ce live. Est-ce que vous êtes plutôt au Luxembourg, est-ce que vous êtes en France, est-ce que vous êtes en Belgique? Est-ce que les réalités sont différentes ou ailleurs, au Québec par contre? Je sais qu'il y a énormément de gens du Québec qui suivent Vero TV puisqu'on parle en plus français aujourd'hui, ce qui n'a pas été forcément le cas ces dernières semaines. On a fait beaucoup d'interviews en Cap-Verdien. Donc, dites-nous d'où vous nous suivez et quelle est votre réalité et partagez-nous évidemment aussi vos préoccupations puisque Florence est là pour nous apporter quelques clés d'éclairage et de ressourcement aussi par rapport à tout ça. Alors, je vois au Luxembourg, le retour à la scolarité a été obligatoire, avec des dérogations possibles. En France, tu me corrigeras, Marie-Isabelle, je pense que c'est une question de zone, zone verte, zone rouge, donc en fonction de là où on habite et en fonction peut-être aussi des réalités des écoles. Par contre, en Belgique, c'est facultatif. C'est facultatif, il y a certains enfants qui sont déjà rentrés à l'école, qui étaient à des niveaux qu'on considérait plus sensibles, je vais dire comme ça, sixième primaire, sixième secondaire, première et deuxième primaire. Et puis il y a des enfants qui occupent les autres années, pour qui c'est facultatif. Alors Florence, ma question est la suivante, et elle s'adresse plus à la maman, finalement qu'au coach ici. Quand on voit que c'est facultatif en Belgique, il y a deux façons de voir les choses. Alors, soit on peut se dire, finalement, le gouvernement nous renvoie la patate chaude, ou alors on peut voir les choses différemment et se dire, mais non, on respecte notre libre arbitre parce qu'on a la capacité de prendre la bonne décision. Comment est-ce que toi, en tant que parent, tu vois les choses? Un peu entre les deux, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que autant ça peut être très frustrant, j'imagine, au Luxembourg, de dire tout le monde rentre et on n'a pas le choix et tant pis, on est inquiet, on n'est pas inquiet, il faut y aller. Sinon, j'imagine qu'il y a des mécanismes derrière qui vont poser problème administrativement. Autant c'est pas un choix et donc ça peut être frustrant, mais c'est simple, on est obligé d'y aller. Et donc en Belgique, je rencontre quand même beaucoup de parents qui sont justement dans ce questionnement, qui ont beaucoup d'inquiétude face à ce questionnement et qui même parfois poussent l'inquiétude jusqu'à se dire finalement si je laisse mes enfants rentrer et qu'un tombe malade ou qui contamine ma maman ou ce genre de questions, je vais me sentir coupable du choix que j'ai fait. Donc je pense que d'un côté, obligé, ça soulage une partie de culpabilité, même si ça peut renforcer beaucoup plus les frustrations et l'inquiétude. Tandis que chez nous, au moins on est responsable de son choix. Maintenant, je ne suis pas. Voilà, est-ce que tout le monde se sent responsable de ce choix? Je ne suis pas sûre parce que même si on a le choix, il y a des gens qui doivent aller bosser. Et donc ce choix est parfois limité aussi par des circonstances extérieures sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Et donc parfois le retour est quand même obligatoire d'une certaine manière. Alors justement, partagez avec nous quel est votre choix. Est-ce que vous avez été contraint de retourner, d'envoyer vos enfants à l'école pour des raisons pratiques aussi, parce que ça peut être salutaire aussi pour les parents qui pendant tous ces mois ont accompagné ces enfants, alors que tu me disais, il faut rappeler quand même qu'on n'est pas prof, ou est-ce qu'au contraire, vous posez encore la question de savoir si vous allez envoyer vos enfants. J'ai vu une analyse qui m'a paru vraiment intéressante, c'était celle par rapport c'était, je pense, Vincent Iserbyt, qui est ton ancien prof de l'UCL, qui parlait de nos réactions sur base des neurosciences face à ces changements continuels liés à la crise et qui disait un peu que notre cerveau était en pagaille. C'est ce que je disais à l'instant. Et toi, tu dis, mais finalement,
notre décision va dépendre de notre réalité. Mais quand on va voir sur ton site, tu dis qu'on rêve tous quelque part d'être des parents merveilleux. Alors pour être des Oui, parents merveilleux, il faut s'adapter, il faut rester en harmonie avec ses croyances, oui, avec ses valeurs, et oui. puis être à l'écoute de son enfant surtout. Oui, oui, oui. Et puis c'est cette idée du parent merveilleux induit l'idée que comme s'il y avait un bon choix en fait qu'on l'a. Alors que le bon choix, il est très individuel et il n'est pas forcément lié à avoir peur ou pas du virus. Il peut être lié à des circonstances organisationnelles. Celui qui va plus travailler, ben, il a plus la même routine. On nous a supprimé, par exemple, la possibilité de covoiturer. Enfin, il y a plein d'éléments qui vont jouer dans la décision. Donc, il n'y a pas de bon choix, en fait. Il y a le choix qui est le sien et qui est lié à ce en quoi on croit. Et Mhm. ce en quoi on croit est aussi relié à ce que notre enfant veut. Comme on en discutait tantôt, si votre enfant vous dit non, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie de bosser, ben c'est peut-être pas la même chose que votre enfant qui dit non, je suis très angoissé, j'ai vraiment peur, et si j'y vais avec mon masque et je veux pas sortir à la récré. On n'est pas du tout face à la même demande. Donc il faut recevoir les deux, mais il faut peut-être parfois creuser avant de faire son choix. Le choix, c'est Mhm. pas forcément le choix de l'enfant, ça dépend un peu de ses raisons et de quelle manière ça résonne en nous, en fait. Mhm. Quelles sont les Mhm. clés d'analyse pour savoir si en cette période son enfant va bien malgré la crise sanitaire? J'imagine qu'on peut observer ses paroles, son comportement. Est-ce que tu peux nous donner comme ça quelles lunettes on doit mettre en tant que parent pour prendre Mais la bonne décision? ouais, je pense que la lunette principale, quelles que soient les situations, et je pense que c'est propre au confinement, mais propre à plein d'autres aussi, c'est dans le décrochage pareil, c'est est-ce que finalement cet enfant qui est resté 77 jours chez nous enfermé, sans voir quasiment personne, est-ce que cet enfant, il est différent de l'enfant qu'il était il y a 77 jours? Et est-ce que cette différence, elle se marque par des souffrances que je constate? Donc, est-ce qu'il fait des crises de colère? Est-ce qu'il fait des crises de larmes? Est-ce qu'il est plus fébrile? Est-ce qu'il dort moins? Est-ce qu'il a souvent mal à la tête, mal au ventre? Enfin, est-ce qu'il y a des critères finalement plus objectifs qui me font dire que oui, il a besoin? Je veux dire, moi, j'ai eu un contact avec une maman qui me dit qu'il y a un petit qui a deux grands frères et sœurs, et Mhm. forcément, il n'a pas cette force de jeu à la maison et qui pleure beaucoup plus souvent. Et elle me dit, moi, je vais le remettre parce que comme il pleure, je sens qu'il a besoin de contact et que finalement, on est tous trop grands pour lui d'une Mhm. certaine manière et trop longtemps. Là tout de suite, ouais. Là, tout de suite, on parlait d'adaptabilité et tu parlais des Mhm. fameux 21 jours. Et je vois ici Kenzie qui nous dit qu'au Luxembourg, justement, certains enfants y vont une semaine sur deux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, justement, quand une semaine, on est en cocooning de nouveau à la maison et la semaine suivante, on est confronté aux habitudes de la scolarité massive et habituelle, je veux dire. Mais je pense que ça va beaucoup dépendre. Je pense que dans le confinement, ça a beaucoup ça dépendait également du lien avec l'école. Qu'est-ce qui avait été gardé? Qu'est-ce qui Mhm. était demandé par l'école? Est-ce que le lien avec l'école a été maintenu via des applications en ligne? Est-ce qu'il y a eu du travail scolaire qui a été donné? Et c'est pareil pour cette reprise. Je me rends compte que quand il y a des combinaisons comme ça, le mien va aussi 2 jours à l'école, 2 jours à la maison. Il y a des petits travaux qui sont donnés, mais qui sont introduits la veille parce que la matière est donnée. Et donc, qui permettent finalement à l'enfant aussi de retrouver compétence. Je pense qu'une difficulté du confinement, c'est que l'enfant, il est tout seul face à ses cours. On a vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, le PC n'est pas l'école. Je suis assez d'accord avec l'idée que le PC n'est pas l'école, parce que l'enfant se retrouve tout seul devant des choses peut-être qu'il n'est pas à l'aise pour faire, dans lesquelles il se sent pas compétent, dans lesquelles il n'a pas les outils pour réaliser. Et donc sa tendance naturelle, bah, c'est de se retourner vers ses parents, mais qui eux n'ont pas forcément les outils non plus pour faire face. Je veux dire, moi je me rappelle en primaire de mon fils qui me demande maman explique-moi c'est quoi une phrase. Ben ouais, c'est une bonne question, mais moi je suis pas prof non Ah, plus. ouais. Et à part dire c'est un sujet, un verbe, un complément, et là vous voyez votre fils qui fait. Bah, et encore, Ben, tu voilà. as une réponse cohérente. Tu vois, tout le Oui, monde mais qui n'aurait n'est pas pas cette réponse cohérente pour un enfant spontanément. de quatrième primaire. C'est-à-dire que lui, ça lui évoque rien du tout. Et donc, Ouais. on voit bien que nous, on peut pas être prof de nos enfants. Et donc, forcément, on crée aussi une sorte d'angoisse qui est créée par le système, hein, pas forcément par nous, mais à devoir s'occuper des devoirs là où on n'est pas compétent. Et donc, si Mm. l'enfant n'est pas autonome, ben forcément, dans beaucoup de familles, ça devient un point d'achoppement majeur. Ouais, tu parles d'angoisse. Bah, je préfère remplacer ce mot par inquiétude, mais c'est vrai qu'il est réel. Et justement,
dans cette analyse dont je parlais, on disait que cette actualité qui souvent peut être un peu anxiogène met à mal nos capacités de régulation émotionnelle. Et c'est ça qui fait qu'à un moment Tout à fait. donné, on perd un peu pied. Dites-nous quelles sont justement vos préoccupations. Invitez des personnes à nous rejoindre, des personnes qui se poseraient des questions sur ce retour à l'école, qu'il soit fait ou qu'il soit en phase de se faire. Je pense qu'il est tout à fait légitime en tant que parent de se poser beaucoup de questions en ce moment. Hein. Il y a la question médicale auquel évidemment ici on ne se prononcera pas. Mais Florence est justement coach familial et accompagne la parentalité et donc peut nous donner comme ça quelques clés. On disait qu'il y avait quelques clés d'analyse justement pour voir si son enfant va bien et puis on prend sa décision, on est conforté par sa décision et on voit apparaître en Belgique une carte blanche signée par une longue liste de pédiatres qui, eux, prônent pour le retour à l'école et vont plus loin, nous disent qu'on doit absolument faire confiance à notre enfant parce qu'ils auraient une capacité supérieure que la nôtre à résister à la crise. Alors à ce moment-là, on commence à être de nouveau perdu parce qu'on se dit quand même c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils disent et en plus sont tapés sur le doigt du gouvernement. Le gouvernement belge va jusqu'à utiliser cet argument pour dire vous voyez, faut retourner à l'école parce que quelque part votre enfant a besoin de cette sociabilité. Comment est-ce qu'on peut avoir une lecture objective de ça? C'est adapté à chaque famille finalement. Oui, je pense que l'enfant clairement a besoin de sociabilité. Enfin, l'humain a besoin de sociabilité, quel que soit quelque part sa tranche d'âge. C'est vraiment quelque chose qui nous distingue, par exemple, de certains animaux qui, eux, peuvent vivre solitaires. L'humain n'est pas câblé pour vivre tout seul. Donc, les enfants ont besoin de sociabilité. Je crois que c'est un point qui ne se discute pas. Après, je pense que dans les pédiatres, il faut voir aussi que certains enfants, à la maison, on la retrouve, cette sociabilité. Je pense à une famille recomposée que je suis. Ils sont 6 enfants recomposés. Ils vivent les uns dans les autres. Ils s'entendent très bien. Ça se passe très bien. Donc, la sociabilité, ils l'ont. Dans le cadre familial. Encore une fois, il y en a qui sont plus en demande que d'autres. Il y a des gens qui ont plus besoin de contact que d'autres et les enfants, c'est pareil. Et la question qui se pose aussi, si on fait le choix pour des raisons qui nous appartiennent de pas les remettre à l'école, c'est si c'est une nécessité, comment est-ce qu'on peut l'entretenir peut-être autrement? Aujourd'hui, on a la possibilité en Belgique, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais par exemple de voir 10 personnes par semaine. Mais c'est peut-être l'occasion aussi d'inviter les copains qui sont pas à l'école ou, enfin voilà, de réfléchir à toutes ces questions-là. Donc oui, c'est important, mais est-ce que la sociabilité c'est que l'école? Clairement pas. Et donc encore une fois, ça se relie vraiment à ce que nous on a besoin. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Et donc, je pense que c'est vraiment important. Par contre, je pense qu'il y a une partie de la population aussi qui est plus défavorisée avec laquelle je travaille via l'ASBL, avec laquelle je collabore, et qui, eux, ont réellement besoin de cette bulle d'oxygène. C'est-à-dire, quand vous êtes à 10 dans 80 mètres carrés, ça peut peut-être plus de sens aussi d'aller prendre une bulle d'oxygène que quand vous ne l'êtes pas. Encore que vous pouvez aussi être très bien dans vos 80 mètres carrés, hein, mais en tout cas, il y a des familles où cette sortie, elle est vraiment nécessaire. Dans des familles, il y a des problèmes de maltraitance ou des parents qui sont en burn-out et qui peuvent parfois aussi devenir maltraitants. C'est important que ces enfants, ils ont cette bulle. Maintenant, pour rebondir aussi sur une maman qui dit, moi, je comprends pas en quoi jouer avec mes enfants alors que je suis moi en congé, je travaille pas dans mon jardin, c'est négatif pour leur sociabilité. Et on peut que dire, oui, non, c'est pas négatif pour leur sociabilité. C'est ça, comme tu disais tout à l'heure, donc observer le comportement de son enfant, voir ce qui a changé depuis ce confinement, comment il se sent. Donc, il y a autant de familles que de situations finalement. Oui. Mais tu as raison de souligner ces familles qui sont dans une situation plus compliquée que d'autres. Hein. Il y a une réelle fracture. D'ailleurs, je voyais hier un reportage du JT, c'était à Anderlecht, où c'était, comme tu disais, une famille de 7 enfants dans un tout petit appartement de je sais plus combien de mètres carrés, et il y avait un éducateur d'un centre de jeunes qui témoignait en disant « Mais moi, j'ai plus de nouvelles du tout de 30% de mes jeunes et j'ai peur du décrochage scolaire. » Donc, effectivement, les conséquences peuvent être compliquées. Ah ouais, ce que je trouve un peu étrange dans cette vision, je lisais le même post sur les réseaux sociaux, tout le monde s'étonne qu'il y a 20% de décrochage scolaire.
mais factuellement, il y a quasiment 20% de décrochage scolaire toute l'année en Belgique. Ouais. Donc ça change pas fondamentalement la face du décrochage de manière générale. Par contre, ce que ça change, c'est que même ces jeunes en décrochage, certains vont à l'école quand même, et ils ont des liens sociaux, ils peuvent avoir des contacts avec des éducateurs, avec des profs, avec la direction, avec le PMS, avec tout un tas de gens qui les accompagnent et qui leur permet quand même de garder ce contact sociétal qui est important pour eux. Ça leur permet aussi de questionner leur fonctionnement et peut-être parfois de revenir dans la voie de l'école ou dans un projet social autre. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ouais, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je vois effectivement Vivi qui dit il n'y a pas l'égalité des pas là. Oui, c'est vrai. Non. D'un pays à l'autre, ça peut être encore, peut y avoir encore plus de fossés entre les inégalités. Après, on partageait aussi ce live avec d'autres personnes, peut-être avec des parents. On avait prévu d'être sur Facebook ce soir parce qu'il y a évidemment plus de parents. Mais n'hésitez pas à partager ce live avec d'autres parents qui pourraient se poser des questions par rapport à ce retour à l'école. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes situations. Il y a d'abord les enfants qui veulent retourner à l'école parce que ils ont peut-être envie de revoir leurs amis, tout simplement. Des fois, ça s'arrête là, ou parce qu'ils ont envie de revoir leur madame pour les enfants d'école primaire. J'entends ma fille me dire ça, et ils ont envie de retrouver le rythme de l'apprentissage. Et à côté de ça, il y a nos appréhensions. Et puis d'un autre côté, on a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, mais pour eux, c'est des fois une réelle nécessité. Donc là, de nouveau, une famille n'est pas l'autre. Non, et puis il faut voir que les peurs des enfants, elles sont générées aussi par ce en quoi ils ont été en contact. Donc je prends un exemple vécu à titre personnel. Au début, on a regardé le journal télévisé, et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était extrêmement anxiogène pour eux, plus pour eux que pour nous finalement, parce qu'on entend 100 morts, 150, 200 morts, et eux, ils ne relativisent pas ce que c'est 100 morts sur 10 millions. Pour eux, c'est 100 morts, quoi. Ils n'ont pas cette capacité, les outils d'analyse sur tous les petits pour pouvoir relativiser d'une certaine manière le chiffre, même s'il était quand même important. Et donc finalement, parfois, même si les parents sont pas anxiogènes, le fait que regarder la télé, ça peut être anxiogène pour un enfant. Et donc on peut avoir des enfants petits qui vont dire, mais moi je vais pas aller à l'école parce que je vais mourir. Et les enfants se disent, pourquoi il dit ça, on n'a pas ce message-là à la maison forcément. Mais néanmoins, ils ont entendu via d'autres canaux. Et donc, certes, ça peut être l'angoisse des parents qui transpirent, mais ça peut être aussi simplement ce en quoi on a été en contact. Oui. Et alors, on a Ketzi qui, justement, je sais qu'elle est maîtresse à l'école primaire, qui nous dit ce confinement, qui nous dit que ce confinement aurait été bénéfique pour certains enfants. Ils sont revenus plus calmes et plus concentrés. Clairement. Les enfants sont plus... ils suivent les élèves, ils sont plus faciles. Ça veut dire que à la maison, on peut avoir aussi une autre manière de progresser. Clairement, enfin, je prends des exemples tout bêtes, mais faire la cuisine, nous on a fait un igloo en carton, voilà, faire toutes des activités comme ça, c'est une autre manière de voir la vie qui permet aussi de travailler des notions d'école. Je veux dire, faire un igloo, faut calculer les angles, faut calculer les tailles, enfin voilà, il y a plein de choses à faire et qui permet finalement de mettre en application. Faire un potager, nous on a eu la chance d'avoir des super cours d'art où on a demandé aux enfants de faire un mail art par exemple et de l'envoyer à quelqu'un qui comptait pour eux. Enfin voilà, il y a plein de manières de les mobiliser et qui sont, je pense, aussi constructives de l'école. D'ailleurs, que l'école. D'ailleurs, on voit que certains, après, voilà, on est pour ou contre, hein, ça c'est un choix personnel, mais on voit dans certains films d'enfants déscolarisés que finalement ils apprennent aussi bien que les autres. Parce qu'un enfant, il est né pour apprendre. C'est ça. Moi, j'ai même un autre témoignage d'un technicien qui travaille avec moi et qui me dit, mais nous, Véro, nos enfants, on les fait pas travailler. Bon, évidemment, c'est un choix personnel, mais il disait, en fait, il y a des choses à la maison qu'on n'apprend pas à l'école. Et donc, on a décidé de leur transmettre ces choses-là. Et il me disait, moi, mes enfants, maintenant, ils font la vaisselle, tu vois, ils leur ont donné d'autres responsabilités. Ils sont devenus acteurs. À la maison aussi, c'est aussi un regard intéressant. Nous, on a appris à jouer au whist, ça peut être tout bête, mais c'est un jeu de cartes, faut réfléchir, il y a de la stratégie, il faut se positionner, il faut faire des choix. C'est toutes des compétences qui sont fondamentales dans la vie aussi, qu'on développe certes à l'école, mais qu'on peut développer à la maison. Alors, je pense qu'il faut relativiser aussi ces 3 mois. Je pense que si la reprise n'avait pas lieu le 8 juin, en ce qui nous concerne pour les primaires, la question se poserait autrement si on était au mois de février ou au mois de décembre, je pense. Je pense que ce qui agite beaucoup et qui clive beaucoup, c'est le fait qu'il reste 3 semaines et que beaucoup de gens se disent pourquoi prendre le risque pour 3 semaines et c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Mais encore une fois, c'est un choix familial personnel.
En Belgique, il y a un véritable clivage d'opinion Bah, par rapport à ça. Tu as des oui. gens qui s'opposent complètement à cette reprise pour 3 semaines. Enfin, pourquoi bon les mettre en danger? Et puis, il y a d'autres parents qui sont absolument pour. Il y a une expérience qu'on a vécue toutes les deux la semaine dernière quand je t'ai appelé pour t'inviter à faire ce live. Moi, j'avais pris ma décision en tant que maman par Ouais. rapport à ma fille. Et automatiquement, je ne sais pas si c'est humain, mais Oui. j'ai commencé à t'expliquer ma décision comme pour peut-être me conforter dans mon choix, ou alors on essaye un peu de prêcher du coup la bonne parole. Et ça, c'est franchement ce qu'il ne faut pas faire parce que chaque situation Oui. est unique. Et puis, je pense que c'est vraiment lié à la gestion de la culpabilité ou à la gestion du doute. Enfin, on prend toujours cet exemple-là, mais quand vous achetez n'importe quelle marque de voiture rouge, vous avez l'impression que tout le monde a acheté la même que vous, alors que la semaine d'avant, vous n'en voyez pas. C'est C'est un vrai. peu la même chose. C'est-à-dire que quand on fait un choix qu'on pense rationnel, mais qui je pense que nos choix sont rarement rationnels, ils sont surtout émotionnels et ils viennent de ce qu'on ressent et en fonction de ce qu'on ressent, ben, on va orienter un peu ses recherches vers ce qui nous est important. Et donc forcément le choix il est avant tout émotionnel. Et comme on est dans une société très clivée pour le moment, qui a très tendance à culpabiliser, c'est-à-dire si vous sortez, enfin moi je prends l'exemple, j'ai posté une image de nous faisant une balade alors qu'il y avait personne dans la rue, je me suis fait incendier en disant que j'étais complètement inconsciente et que franchement vous pouvez pas faire ça. Mais dans l'autre sens c'est pareil, hein, pour ceux qui sortent pas aussi, il y a cette super image de deux personnes, tu es un inconscient, tu es un trouillard, et c'est vraiment ce clivage là qui se joue en fait. Ouais. Et et les enfants, ils sont au milieu de tout ça. Et les parents aussi sont au milieu de tout ça. Et donc, venir conforter face à quelqu'un et dire, bah, finalement, tu vois, moi, j'ai choisi ça parce que, bah, c'est espérer aussi que la personne en face dit, bah oui, t'as raison, moi aussi. Et alors là, on se dit, ah, je suis pas tout seul, quoi. On est content, on est conforté dans ses choix. Et je pense qu'on en a besoin aussi et qu'il y a besoin aussi de se faire confiance en tant que parent. On connaît nos enfants, on sait quand nos enfants vont bien et quand nos enfants vont moins bien, on le voit. Et on peut se faire confiance en ça et faire ses choix basés là-dessus, même si on n'a pas forcément les critères diagnostiques plus pathologiques où on va parler de troubles de l'anxiété, de dépression, de burn-out parental, etc. Mais on sait, je veux dire, en tant que parent qui est disponible et qui accorde de l'importance à son enfant, on le sait déjà. Et Oui, donc, je oui. pense qu'il faut vraiment porter conscience de ces émotions. Et dire, bah, cet enfant, je vois qu'il a vraiment envie de rentrer à l'école et je pense que les parents disponibles qui vont voir ça chez leur enfant, ils vont se dire, même s'ils sont inquiets, ben, on va essayer, comme celui qui voit que son enfant qui vraiment est dans une peur incontrôlable, ben, va peut-être aussi se dire, bah, c'est peut-être pas judicieux de le mettre maintenant. Je Et vois des personnes qui nous faites disent que le confiance, niveau... Pardon, vas-y. faites Et donc, confiance faites à confiance. vous aussi, en tant que parents. Absolument, et pas se laisser influencer par d'autres parents qui auraient besoin d'être confortés dans leur choix. Oui. Et puis, C'est, on disait, mais c'est très humain, hein, donc il n'y a pas du tout de jugement par rapport à ça. On fait tous ça, à un ouais. moment ou à un autre. Par contre, je pense qu'il y a une autre question à se poser aussi, c'est dans quel état moi, en tant que parent, je suis. C'est-à-dire que moi, pour avoir travaillé pendant un mois à temps plein avec les deux enfants, les 4 premières semaines du confinement, il y a un moment où ça devient très compliqué en termes d'horaire de tout gérer. Et donc, on est aussi dans un paradoxe du temps où on se dit, bah, finalement, j'ai le temps, je fais plus de voyage, il n'y a plus l'école, il n'y a plus les loisirs, il n'y a plus tout ça. Mais finalement, être temps plein à la maison avec les enfants qui sortent pas, etc., c'est une autre charge temporelle qui vient se mettre. Et ça peut être très épuisant aussi. C'est ça. Mais c'est ce qu'on nous dit à l'instant. D'ailleurs, j'ai eu quelques témoignages de personnes qui soulignent la quantité de travail qu'il y a eu. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui nous pousse à remettre ces enfants à Oui, l'école parce qu'à un moment donné, c'est plus gérable pour les parents, comme tu le soulignais, oui. à juste titre. Est-ce qu'il faudrait, est-ce que toi, tu prônes, comme certains pédiatres, à faire participer, là je parle du cas belge, puisque le retour scolaire est facultatif en Belgique, faire participer les enfants à la décision, les mettre au centre de la situation et leur demander à eux ce qu'ils en pensent? Je pense en tout cas qu'il faut leur demander leur avis de comment ils se sentent. Et je pense que même si le choix est obligé, ça reste important de leur demander comment ils se sentent. C'est-à-dire que si un enfant rentrait à l'école parce qu'il est obligé d'y aller pour des raisons différentes, que ce soit chez nous par choix de parents ou au Luxembourg par choix politique, de pouvoir continuer à interroger, mais qu'est-ce qui se passe pour toi à l'école? Comment ça se passe? Est-ce que c'est chouette, pas chouette? Comment tu vis le fait que peut-être il y a des masques, pas de masques, enfin selon les cas, mais de continuer à questionner pour justement surveiller que ça va toujours bien. Parce que peut-être qu'il y a des enfants rentrent à l'école, ça va être super, génial, tout va bien, vous le voyez tout de suite quand ils reviennent, et d'autres qui vont être aussi très très inquiets
de la situation et qui peut-être aussi, après une rentrée, on va se dire, waouh, finalement, c'était peut-être pas le bon choix. C'est ça. Et Voilà. alors, on a toujours la possibilité de changer d'avis, hein. On a toujours Oui, la et puis possibilité de si se dire, mais nécessaire, finalement, mon enfant, éventuellement, je le garde. de Hmm. consulter et puis d'aller le faire couvrir si c'est une nécessité légale, quoi. Mais je pense que c'est toujours être à l'écoute. Alors, je pense que c'est important que les enfants ils se sont écoutés. Ça veut pas dire qu'on va faire comme ils veulent. C'est ça. C'est-à-dire, encore une fois, je reprends l'exemple très bateau et très caricatural, mais dire, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie de bosser. Quand vous avez un ado, bah, a priori, c'est à peu près le message de 70 à 80% des ados. Donc, est-ce que ça, on estime en tant que parents, c'est une raison suffisante ou pas? Voilà, c'est un choix encore une fois personnel. Par Ouais. contre, il y a d'autres raisons qui peuvent vraiment être réellement plus, enfin, qui peuvent être entendues en tout cas. Hmm. Peut-être que Un commentaire que je vois beaucoup passer, c'est des gens qui disent, mais finalement, ces gestes barrières, ils sont impossibles à faire respecter aux enfants. Est-ce que là, de nouveau, puisqu'ici aujourd'hui, on ne parle pas du rôle des enseignants, mais plutôt le rôle des parents et la manière dont les parents peuvent accompagner leurs enfants, est-ce qu'on peut jouer un rôle? Parce qu'il y a des enfants qui sont quand même tout petits, et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas leur faire un bourrage de crâne à longueur de soirée, du coup, c'est clair. pour leur dire ce qu'il faut faire ou pas faire avec le petit copain. Alors, ce que j'entends, c'est qu'en secondaire, ça se passe plutôt bien. C'est assez bien respecté. Et j'avoue moi-même avoir été étonnée quand j'étais à l'école de mon fils, où j'étais les rechercher. Ils étaient tous distants d'un mètre, 1,50 m. Enfin, moi, j'étais assez scotchée parce que j'y croyais pas trop, pour être tout à fait franche. Et donc, je pense qu'en secondaire, ça se passe relativement bien. Je pense là où ça va être plus compliqué, c'est sur les maternelles. Parce Oui. qu'il y a cette conscientisation, enfin cette évolution cérébrale qui fait que c'est plus compliqué à comprendre, que c'est plus compliqué à appliquer, que c'est plus fastidieux à faire aussi. Donc je pense plus ils sont grands, plus c'est simple. Après en Belgique, oui, à part se laver les mains quand on arrive à l'école et quelques fois dans la journée, et le fait qu'ils aient créé des bulles dans les cours de récré, il y a plus grand chose comme geste barrière aujourd'hui. Oui, oui, surtout les plus petits, on nous le rappelle ici, au Luxembourg ne portent pas de masque et ce sera pas le cas, ce n'est pas le cas en Belgique non plus. Pour les Non. parents qui ont Au accompagné leurs primaire, hein, parce enfants, qu'en secondaire c'est obligatoire. Hein. oui, en primaire, on est bien d'accord. Maintenant, pour les parents qui ont accompagné la scolarité de leurs enfants ici depuis le mois de mars, qui tout d'un coup, moi j'en ai eu quelques-uns qui me l'ont dit, voient comme une baisse de régime ou Ouais. le fait que leur esprit est un petit peu moins vif. Et tout d'un coup Ouais. s'inquiètent en disant, mais mon Dieu, ça fait 3 semaines qu'il est à la maison, là je vois qu'il a plus de difficultés à retenir les choses et il va y avoir 2 mois de vacances, mais en septembre il sera un légume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, c'est une question de perception. J'ai envie aussi de renvoyer avant de répondre à la question à nous adultes, c'est-à-dire moi qui suis Oui. depuis 10 semaines chez moi. Il y a des moments aussi où ma motivation n'est pas au top du top parce que forcément on est dans des conditions particulières, on a perdu le contact, on fait tout en ligne. Enfin, c'est quand même particulier en tout cas pour ceux qui ont, je sais pas, si c'est la chance ou la malchance d'être à la maison. Ça c'est aussi au cas par cas. Et c'est la même chose pour les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est moteur de l'apprentissage, c'est la motivation. Et la motivation, elle est liée à des contextes extérieurs, donc c'est-à-dire l'institution, la manière dont l'école fonctionne, est-ce qu'on a eu des contacts avec l'école, est-ce qu'on a eu des contacts avec ses profs, est-ce qu'on a été soutenu par sa famille, par exemple, mais aussi à des perceptions internes. C'est-à-dire que l'enfant qui est en classe, surtout en primaire, l'institutrice est toujours là. C'est-à-dire que l'institutrice est là pour voir j'y arrive pas. Et probablement que la plupart vont passer à côté de l'enfant, vont lui donner un petit conseil, une petite manière de faire, etc. Ça, aujourd'hui, c'est pas forcément possible pour tous les parents. C'est-à-dire, je prends mon exemple, moi je travaille, je sais pas lancer tous les devoirs avec mes enfants, il y a des moments où il faut qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Et donc, un des critères centraux de la motivation, c'est est-ce que je me perçois compétent pour faire quelque chose. Et c'est percevoir, donc c'est pas je suis compétent, je sais le faire ou pas, non, c'est ce que j'ai conscience que je sais le faire. Et la deuxième chose qui est vraiment essentielle, c'est est-ce que j'ai conscience que j'ai les moyens pour pouvoir le faire aussi. Donc est-ce que je Oui. peux contrôler mon apprentissage. Et ça, tout seul à la maison au bout de quelques semaines, ça s'effrite. Donc on se perçoit de moins en moins compétent parce qu'on n'est plus baigné dans le contexte scolaire et qu'en général, soit on travaille pas du tout, soit beaucoup moins. Oui. Et on n'est plus accompagné de manière logique. Et je reviens à ma phrase, c'est quoi une phrase moi, je l'entends tous les jours avec mes parents, avec mes enfants. Ils disent à leur père, mais madame, elle dit pas ça en maths, elle dit pas ça comme ça, je comprends rien de ce que tu me racontes. Et donc finalement, on vient buter, nous, sur notre perception de compétence parce que ce qu'on explique, ils comprennent pas. Parce que ça rentre pas dans leur cadre de référence. Mais alors, Et qu'est-ce donc, qu'il faut faire cet été avec ces enfants? Est-ce qu'il va falloir les stimuler
puisqu'à un moment donné, il y a eu quand même un moment, je vais pas dire de flottement, mais ça s'est passé au rythme de chacun. Et puis, où est-ce qu'il faut, j'ai envie de dire un peu vulgairement, leur foutre la paix durant cet été, à ton avis? Et là, ça a un peu coincé. Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Et Florence devrait nous rejoindre. Alors, on va attendre un peu. Ah oui, donc je disais, est-ce qu'il faut leur foutre la paix à ces gosses pendant ces 2 mois de vacances? Moi, je pense Ou au qu'on est, contraire, les stimuler? je pense qu'on n'est pas câblé pour être le prof de nos enfants. Et donc j'ai envie de dire, s'il y a des retards dans des matières particulières, je sais pas, mettez-le une semaine en stage en néerlandais si ça peut nous rassurer. Mais je pense pas qu'il y a nécessité à ce qu'on devienne les profs de nos enfants, à part des cas particuliers. Il y a des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, qui ont besoin de soutien beaucoup plus important, de continuité pédagogique plus importante, etc. Mais en tout cas, pour un enfant lambda qui n'a pas de soucis particuliers, je pense pas que ce soit une nécessité, en tout cas au sens intellectuel du terme. Je vais prendre un exemple. Si nous, on se casse la jambe pendant 3 mois et qu'on va plus bosser, a priori, 3 mois après, on n'est pas devenu un peu con-con et on sait plus ce qu'on fait. Voilà, c'est juste qu'on a perdu 1 ou 2 automatismes, qu'on a besoin de reprendre peut-être en termes de rythme, etc. Mais a priori, on a toujours les mêmes capacités qu'avant, même quand on a arrêté 3 mois pour une raison ou une autre. Les gens qui Yes. partent, Donc, on les va gens qui pouvoir se partent un reposer, an, les bah laisser ouais. tranquilles. Les gens qui partent Hmm. 1 an en voyage familial à l'étranger, ils font pas forcément travailler leurs enfants et les enfants ne reviennent pas plus bêtes qu'avant. Donc voilà, il faut savoir qu'à part un accident majeur cérébral, a priori, le niveau, il régresse pas. Ou un traumatisme, enfin quelque chose qui est Hmm. vraiment violent. Le niveau n'a aucune raison de régresser. Ce qui régresse, c'est les connaissances, mais les connaissances, ça se réactive. Il faut savoir que les profs, moi je travaille souvent avec eux, ils sont quand même conscients aussi qu'il y a eu cette perte de matière. Et donc je pense que tous ceux de l'année prochaine savent qu'il y a ça et donc vont aussi s'atteler à remédier au retard. Mais je pense qu'en tant que parent, on n'est pas le prof de nos enfants. On est là pour les mobiliser, pour leur attirer l'attention, pour les soutenir, mais pas pour leur enseigner. C'est pas notre job. C'est ça. Les personnes qui nous suivent sont assez d'accord avec ce que tu dis. Oui, il faut leur la paix, il leur faut un break. Oui, le plus important, c'est de faire attention à leur état émotionnel. Je pense que là-dessus, on s'accorde effectivement. Bon, maintenant, on va parler un peu des parents, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants, on va parler des parents aussi. Mhm. Donc, n'hésitez pas à partager ce live, hein. On arrive tout doucement au bout, mais si vous pensez qu'il y a des parents qui pourraient se nourrir de tout ce qu'on est en train de partager ici sur Instagram, n'hésitez pas à partager justement quelles pourraient être les clés de ressourcement pour nous les parents. Parce que tu me parlais en préparant cette interview qu'il y avait quand même un risque pour certains d'arriver peut-être même à un burn-out parental parce qu'on a dû Oui, gérer beaucoup de choses. on a dû Comment se gérer beaucoup. ressourcer? Donc, il faut savoir que c'est un changement pour tout le monde. C'est pas un changement pour les enfants, c'est un changement aussi pour les parents. Que ce soit des parents qui ont été soignants, qui ont dû aller travailler, des parents qui sont en télétravail, ou même des femmes au foyer qui se retrouvent du jour au lendemain full time avec 2, 3, 4 enfants selon les familles. C'est un changement majeur. Et je pense qu'on l'a tous bien vécu que parfois ça fait beaucoup de choses à faire en même temps et que ça peut être épuisant. Et donc je pense que les critères vraiment auxquels il faut être attentif, c'est cet épuisement physique. C'est-à-dire, je suis physiquement plus en état de faire tout ce que je faisais avant. Et le deuxième critère qui est majeur, c'est que je ne suis plus en état de soutenir émotionnellement mes enfants. C'est-à-dire que la moindre chose m'irrite, la moindre chose je crie, par exemple, ou je pleure, ça peut être différentes réactions, et je suis plus capable d'entendre que eux ils s'ennuient ou que ils en ont marre ou que ils ont envie de voir leurs copains. Ou je suis plus en capacité. Et donc il y a pas de culpabilité. Je sais que c'est difficile à dire, mais il n'y a pas de raison de se sentir coupable. C'est un état physique, c'est une maladie, le burn-out, qui fait qu'on n'est plus en capacité, mais qu'on peut la récupérer pour autant qu'on soit bien soutenu. Et donc j'invite aussi dans la décision à se centrer sur soi, c'est-à-dire si on sent dans cet état d'épuisement, on n'a plus d'efficacité, plus de disponibilité, où on gueule en longueur de journée, comme ils disent souvent les parents, peut-être que les remettre à l'école, c'est aussi un bon choix pour soi et pour eux. Parce que finalement, c'est pas un contexte qui est chouette pour les parents. C'est pas comme ça qu'on a envie d'être parents la plupart du temps. Et c'est pas comme ça que les enfants, on a envie d'élever nos enfants non plus. Bien sûr, et Donc, puis ça nous donne un coup à notre estime en tant que parents aussi, oui, je pense, hein. Mais oui, mais il y a quand même des choses qui sont relayées. Tu parlais de culpabilité, mais qui viennent renforcer cette culpabilité. Quand notamment les pédiatres soulignent que notre stress est palpable et qu'on le transmet aux enfants, il faut dire ce qui est. Cette transmission est évidente. On ne peut rien faire contre ça.
une évidence. Et après, Rassure-nous. on a tous grandi là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de grandir une famille où personne n'a jamais de stress? Moi, je n'en connais pas à titre personnel. C'est-à-dire qu'on a tous nos stress, on a tous nos fêlures, on a tous nos blessures, et c'est pas très grave. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mais il faut savoir de toute façon que tout ce qui se transmet le mieux, c'est ce qu'on n'apprend pas aux enfants. Donc, il y a des études qui ont été faites sur les gens qui conduisent en voiture et qui montrent que, par exemple, les parents qui font des excès de vitesse avec leurs enfants ont des enfants qui font des excès de vitesse. Alors, est-ce que vous avez dit à vos enfants, faites des excès de vitesse, les gars, c'est super chouette? Je pense pas. En tout cas, la plupart des gens qui vont bien ne le font pas. Mais néanmoins, ils ont appris, ils ont vu. Et donc voilà, croire qu'on peut cacher le stress à nos enfants, c'est juste pas possible. Et donc il y a parfois plus de sens à s'asseoir et à dire, voilà, maman elle est vraiment stressée ou papa il est vraiment énervé pour le moment, et à pouvoir mettre des mots sur les choses. Ça permet aussi que les enfants ne se sentent pas responsables ou coupables de l'état de leurs parents. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel en ces périodes difficiles, c'est de mettre des mots sur comment moi je me sens pour les libérer de ça finalement. Parce que si vous leur dites, et on voit ça très bien chez les petits, hein, je suis vraiment angoissée avec ce virus, vraiment c'est difficile pour moi pour l'instant, donc je crie un peu plus que d'habitude par exemple, mais ça n'a rien à voir avec toi, t'inquiète, c'est pas toi le problème, c'est la situation entre le travail, les enfants et tout. Mais les enfants te disent, oh bah ouais, ok. Ouais. Et ils commencent à, voilà, aussi à s'habituer, à se dire, bah moi je me sens pas bien là aussi, j'ai le droit de le dire quoi. D'accord, d'accord. Mais écoutez, on va tout doucement, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Donc, si vous avez d'autres questions à poser à Florence, c'est le moment, c'est l'instant. Partagez un peu avec nous est-ce que vous vous sentez plutôt libéré de ce déconfinement progressif ou plutôt inquiet par rapport à cette reprise scolaire? Dites-nous, ou est-ce que vous êtes ambivalent entre les deux? Dites-nous un peu qu'en est-il? Parce qu'il y a des personnes ici qui sont de pays différents, avec des réalités différentes. Mais si vous avez des questions à adresser à Florence, c'est le moment. Florence, qui est donc une coach familiale qui accompagne les parents dans leur éducation, mais aussi les enfants qui ont des difficultés scolaires. Ça passe par du harcèlement ou par le décrochage scolaire. Et tu me disais que pendant ce confinement, tu avais plus accompagné plutôt les enfants. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de leur ressenti durant cette période, en tout cas les enfants Moi, je vois surtout accompagnais? des ados, hein. Donc c'est beaucoup Oui. des ados. Alors la principale préoccupation des ados, c'est leurs potes et leurs petites copines ou leurs petits copains. C'est vraiment ce qui ressort le plus, que cet isolement, il est vraiment majeur. Et je trouve que c'était extrêmement intéressant à entendre, parce qu'on entend toujours des parents qui disent oui, il y a que le téléphone et ils font tout sur Internet et ils se parlent plus et ils se discutent plus. Et on a bien vu pendant ce confinement que c'était pas vraiment le téléphone qui les a aidés. Et donc, quand bien même ils sont juste assis l'un à côté de l'autre à jouer au même jeu, il faut se rendre compte qu'ils discutent et il se passe des choses entre eux, même s'il y a le téléphone au milieu. Et je trouve que ce confinement a vraiment révélé ça, c'est qu'ils sont toujours autant socialisés que nous, peut-être d'une manière différente et qu'on ne comprend pas toujours, en tout cas quand on a plus de 40, 50, 60 ans. Mais en tout cas, ils sont aussi socialisés, ils en ont autant besoin que nous à l'époque. Et ça a été vraiment leur principale difficulté, avec une deuxième difficulté qui a beaucoup été relayée, c'est l'inquiétude pour les grands-parents. Ah oui. Qui a été quand même majeure, et d'autant plus majeure dans des familles où il y a eu des décès ou des grands-parents malades. Bien C'est-à-dire sûr. que pouvoir vivre avec l'idée que sa grand-mère, son grand-père est resté 4, 6, 8 semaines en soins intensifs, qu'on ne sait pas s'il va sortir, tout ça aussi connote le choix de rentrer à l'école. C'est-à-dire qu'il y a des parents, moi j'ai eu, qui m'ont dit, bah pendant 3 mois, en fait, on s'est occupé de grand-mère qui est passée 2 mois aux soins intensifs et puis 1 mois hors validation. Et là, on ne sait pas très bien où on va la mettre pour qu'elle soit bien, quoi, parce qu'elle n'est pas encore capable de vivre seule. Et chez nous, c'est pas vraiment la solution, parce que les enfants rentrent à l'école. Bah, où finalement, ils se sont dit, nous, ça n'a pas été des congés. D'une certaine manière, ça a vraiment été une période horrible. Et on va pas les remettre parce que là, on va souffler. Oui. Et les ados comprennent ça aussi. Mais Voilà. on a Kenzie qui est toujours donc cette institutrice qui nous dit qu'elle est contente de retrouver ses élèves et contente de pouvoir les suivre à nouveau, même derrière un masque, parce que finalement c'est le Oui. contact humain qui Ouais, fait la clairement. différence. J'imagine que c'est beaucoup le cas, parce qu'on a souligné la résistance de certains enseignants, mais je pense que beaucoup sont aussi ravis de retrouver leur classe. Clairement, clairement. Et puis moi, enfin, à titre personnel, et j'ai eu beaucoup d'autres témoignages aussi, puisque comme je forme beaucoup les profs aussi, beaucoup, malgré le peu de formation qu'ils ont sur des outils interactifs en ligne,
parce que ça fait pas partie de leur formation de base d'abord et parce qu'il y en a pas tellement que ça en formation continuée non plus. On fait énormément d'efforts pour garder leurs élèves en ligne, pour pouvoir leur donner cours en ligne, pour pouvoir proposer des trucs chouettes, pour garder le contact. Enfin, il y a vraiment eu, je pense, en tout cas de la part de pas mal de profs, un vrai effort et un vrai investissement personnel. Et parfois une vraie frustration d'entendre aussi, bah, ils sont en congé. Parce que, enfin, moi, à titre personnel, ma fille avait 4 réunions par semaine, des choses à faire entre temps, on a passé sur tablette. Enfin, voilà, il y a vraiment eu plein de choses qui ont été proposées et qui font que ce lien avec l'institutrice, ils l'ont pas perdu, en fait. Et ça, je pense que c'est essentiel aussi. C'est de pas être plus compliqué pour un enfant qui a pas eu de contact avec son institutrice de rentrée. Parce que 3 mois, quand on a 6 ans, c'est une vie, quoi. Et ça va être plus compliqué pour des parents qui n'ont pas eu ce contact régulier avec l'école aussi d'être en confiance. Je pense que c'est une partie de la conclusion, effectivement, c'est qu'on a besoin les uns des autres et que la Oui, relation entre les instituteurs et leurs élèves est quand même très très forte, ou les profs oui, et leurs élèves est très forte. Et on nous dit ici qu'ils sont très engagés et je pense qu'ils mériteraient oui. au même titre à un autre, avec d'autres responsabilités, mais au même titre que le personnel soignant, à être applaudi parce qu'on sait qu'ils font un travail formidable tout au long de l'année. Mais je te laisse, je te disais, c'était une partie de la conclusion. Moi, je te Oui, laisse l'autre partie de la conclusion. Qu'est-ce que tu quel as envie débat. de nous dire? Mais enfin, ce qu'on travaille beaucoup et qui est essentiel pour moi, c'est d'abord les valeurs qui nous animent. Qu'est-ce que moi, j'ai envie que mon fils y retienne de mon éducation? Je prends un exemple personnel parce que j'aime pas trop d'impliquer mes patients dans mes discussions, mais pour moi, l'autonomie, c'est vraiment important. Ça veut pas dire qu'on vit tout seul en indépendance et qu'on s'en fout de tout le monde, mais vraiment pouvoir travailler à l'autonomie en fonction de l'âge, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, quand on a une valeur comme ça, ben, forcément, ça connote des décisions qu'on doit prendre. C'est-à-dire, nous, ici, ben, on a la décision des camps scouts. Si les enfants disent, oui, on a vraiment envie d'y aller et qu'on a une valeur d'autonomie, de solidarité, de coopération, ça devient un peu compliqué de dire non parce que sinon on est en déphasage. Alors les valeurs, chacun a les siennes. Je dis pas que les miennes sont bonnes, elles sont toutes bonnes les valeurs. La question, c'est lesquelles on choisit en priorité. Et bien souvent dans le travail avec les parents, c'est par là qu'on commence. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie que vos enfants ils retiennent de votre éducation? Et une fois qu'on est au clair avec ça, je pense qu'on se libère de beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ben voilà, moi je me raccroche à ce qui est important pour moi, et puis le reste, mon Dieu, ça appartient aux autres et s'ils sont pas contents, c'est leur problème d'une certaine manière. Et de travailler aussi la responsabilisation, c'est-à-dire je peux aller à contre-courant de la société, je peux faire des choix que les autres ne font pas. Et si je fais partie, alors on n'a pas de chiffres, mais des 10, 20, 30% qui mettent pas leurs enfants à l'école, ah ben j'ai le droit. Et c'est pas grave et personne n'a le droit de me dire le contraire de ce que j'ai envie. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à gérer sa propre culpabilité aussi et juste à assumer que si on a choisi en fonction de ses tripes et en fonction de ses enfants et de ses valeurs. Et alors là, je pense que, enfin, j'aime pas le mot de lâcher prise parce que ça me donne toujours l'impression qu'on tombe dans un trou comme ça et il se passe plus rien. Mais c'est accepter en fait que les choix c'est pas rationnel la plupart du temps. Même quand on fait des listes, hein, on a tous fait des listes de choix et puis finalement il y a 3 d'un côté, 8 de l'autre et c'est quand même la colonne 3 qui gagne quoi. Parce que c'est l'émotion qui prend le dessus. D'accord, accepter quoi qu'il Accepter. arrive. Je pense que Oui. ça, c'est un bon conseil, en tout cas pour les Ouais. parents belges qui ont été face à cette décision ici de dernière minute pour remettre les enfants 3 semaines à l'école. Et pour ceux qui ont déjà envoyé les enfants à l'école, mais vous avez écouté les quelques clés de Florence qui étaient plutôt d'être à l'écoute de ses enfants et de les accompagner au mieux en n'oubliant pas que vous n'êtes pas des profs. Alors, on nous dit que j'espère rencontrer Florence à une conférence au Luxembourg. Ben, moi, je vais pas pouvoir répondre à ça, mais il faudra l'inviter. Il faudra l'inviter. J'y À mon suis avis, déjà elle serait allée une ravie. fois pour que j'arrête d'en râler justement. Via la province en fait du Luxembourg en Belgique, mais voilà, si on m'invite, je viens. Voilà, le message est passé par rapport au Luxembourg et moi j'adore, hein, j'adore parce que je t'avais interviewé il y a 5 ans et en fait je me souviens, maintenant je t'entends parler, tu es tellement, en fait tu nous déculpabilises.
Hein, Ah, parce que je pense que c'est essentiel. oui, mais tu nous déculpabilises parce qu'en tant que parent, on prend les choses trop à cœur et comme tu dis, on rêve d'être le merveilleux parent et ton discours nous fait vraiment du bien. Donc, merci pour ça, Florence. Moi, j'ai une petite dernière question pour Oui. vous. Je voudrais savoir si ce genre de live vous a plu, un peu différent que ce qu'on a pu faire ces derniers temps. Bon, au départ, ça devait être sur Facebook. Finalement, ça a été sur Instagram et c'est bien comme ça. Alors, je m'engage à poster ça sur Facebook, évidemment, demain. Et alors, je voudrais savoir s'il y a d'autres sujets dans la continuité de ce qu'on vient d'aborder qui pourraient vous intéresser par rapport à l'éducation, qu'on pourrait, pourquoi pas, aborder à nouveau avec Florence, puisque visiblement, son regard est apprécié. Donc, s'il y a des choses, donc je vois oui, merci Florence, merci. Donc visiblement vous avez apprécié. S'il y a d'autres sujets, n'hésitez pas à me les souffler à l'oreille. Moi je n'attends que ça, vos propositions pour pouvoir répondre à vos besoins, bien sûr. Alors on me dit super live Véro, merci, je préfère Instagram. Ah, c'est clair que sur Facebook ça a été un peu compliqué. Mais Mais j'ai pas la on va refaire responsabilité, Instagram. hein, parce que, comme vous verrez, mon profil Instagram est vide. Donc, voilà, je n'aurais pas dû. Alors, je vous invite à aller voir Vivre l'harmonie sur Facebook et pour mieux connaître Florence et pour voir l'accompagnement qu'elle peut vous proposer. Merci pour le partage. Merci à toi, Monica, d'avoir été là, d'avoir basculé de Facebook à Instagram. Et demain, promis, je poste tout ça sur Facebook de façon à ce qu'on puisse relayer cette interview. Voilà. Je te remercie, Florence, pour ton Mais temps. merci à toi, c'était vraiment toujours un vrai plaisir. Et j'admire vraiment ta capacité à meubler parce que moi, c'est un truc qui m'angoisse complètement. J'avoue, j'assume l'angoisse. Et C'est que mon j'ai encore métier en du même mal temps. à gérer. Donc, waouh, quelle compétence, franchement. Et c'est toujours agréable, ta vision aussi positive et souriante de la vie et des choses, quoi. Donc, vraiment, merci à toi pour l'invitation. Quand tu veux, Et reviens merci à quand tout le tu monde veux. d'avoir suivi aussi. Merci Florence, je te Ah souhaite oui, un bon week-end. Je te libère, hein, ah bon. normalement. Voilà, je t'avais promis que ça ferait 1 heure, mais bon, Personne n'est rentré. personne n'est rentré. Je te libère et surtout continue à être ce que tu es et on t'invitera à des conférences parce que Florence donne effectivement aussi Oui. des conférences, donc n'hésitez pas à faire appel à elle et on se Si vous revoit pour une voulez, moi interview. ici, idée de lecture, je rebondis. Moi, j'ai quelque chose que je suis absolument fan, c'est Le piège du bonheur de Rusarit, qui travaille justement beaucoup cette question de l'acceptation et de la culpabilité, qui est vraiment une référence. Super, ce sera la Voilà. conclusion. Merci Merci, à Florence, bientôt, au merci à revoir. vous. À bientôt, merci d'avoir suivi les amis. Alors, j'ai supprimé Florence et je reste encore une seconde avec vous pour vous remercier parce que vous êtes restés jusqu'au bout. Désolée pour les gens qui nous suivent habituellement en Cap-Verdien, vous avez vu qu'on fait les deux. Et ici, je tenais particulièrement à voir Florence, donc aujourd'hui c'était en français. J'espère que vous avez apprécié ce live. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, vos besoins. On est là pour répondre à vos attentes. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est de pouvoir aborder des sujets qui vous aident dans la vie de tous les jours. Merci à vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt sur Instagram ou sur Facebook.